Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Ça y est, les huitièmes de finale de l'Euro 2020 ont démarré et on va analyser le premier choc, Belgique-Portugal. C'est parti! Alors, Belgique-Portugal, c'est presque une finale avant l'heure, avec d'un côté la Belgique qui a laissé une excellente impression. Ils ont survolé leur groupe en terminant premier, 3 victoires, 3 matchs, 9 points. Et à l'inverse, le Portugal qui a laissé une impression plutôt mitigée. Ils ont terminé troisième du groupe de la mort. Ils ont été repêchés, on va dire, en qualité de meilleur troisième, même si leur match face à l'Allemagne, une défaite 4-2, a laissé des traces. Alors, on pouvait quand même s'attendre à un match plutôt offensif, un beau match. On sait que sur le papier, c'est deux équipes qui sont offensivement très fortes, avec d'un côté la Belgique et son attaquant de pointe Lukaku, qui est très bien accompagné d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne, mais on peut aussi citer Thorgan Hazard, le frère d'Eden, ou encore Dries Mertens, qui sont d'excellents joueurs. D'un autre côté, on a le Portugal qui a une pléthore de stars offensives. Alors bien sûr, on connaît Cristiano Ronaldo, mais on peut citer aussi João Félix, Diogo Jota, Bernardo Silva, Renato Sanchez, enfin bref. Il y en a beaucoup. Alors, on pouvait s'attendre à un match offensif sur le papier, mais pourtant les sélectionneurs nous avaient bien prévenus avant le match en conférence de presse. Les deux avaient expliqué la même chose, c'est que les deux équipes se craignent et en fait les sélectionneurs s'attendaient à un match plutôt défensif, un match plutôt fermé. Ils s'attendaient justement à ce que ce soit la première équipe qui marque, qui se qualifie et au final, les deux équipes ont pris assez peu de risques. C'est ce qu'ils avaient prévu et c'est exactement ce qui s'est passé. Si on considère la première période, ça a quand même été une première période plutôt décevante, avec quand même peu d'occasions à se mettre sous la dent. Vous savez, on considère souvent, dans les grands matchs comme ça, on dit que souvent les premières minutes, c'est un round d'observation. Les deux équipes, en fait, sont un peu attentistes, prennent pas trop de risques, attendent de voir quelle sera la stratégie de l'autre équipe. Et là, j'ai presque envie de dire que les premières minutes de round d'observation, en fait, c'était une mi-temps de round d'observation. C'est un peu dommage, avec, comme j'ai dit, peu d'occasions à se mettre sous la dent. J'aimerais quand même parler un petit peu de la performance offensive de la Belgique, qui s'est procuré quelques occasions et qui a montré une vraie palette offensive. J'ai relevé 3 manières d'attaquer pour les Belges. La première, c'est lorsque le bloc portugais était un petit peu plus haut, des ballons longs, notamment distribués par un excellent Kevin De Bruyne. Et en fait, ces ballons-là cassaient les lignes et ont donné quelques sueurs froides à l'équipe portugaise. Ça, c'était la première manière de faire. La deuxième, c'était profiter d'un Lukaku qui sert de point d'appui, qui va profiter de son physique pour justement recevoir une passe au milieu des défenseurs centraux, puis remettre le ballon sur un des autres joueurs offensifs, typiquement un Eden Hazard qui peut ensuite frapper de loin. La troisième manière que j'ai relevée, c'est le côté plus espagnol de la Belgique, le côté tiki-taka, avec justement un ensemble de passes courtes qui permet de s'approcher lentement, on va dire, de la surface portugaise et dès qu'un espace se crée, on en profite pour avoir une occasion. J'ai beaucoup aimé cette variété offensive de l'équipe belge et au final, ils ont quand même été récompensés avec un but de Thorgan Hazard, une frappe à l'entrée de la surface, un missile qui termine dans les buts de Rui Patricio, un ballon très flottant qui allait beaucoup de gauche à droite. C'est difficile pour un gardien d'arrêter ça. Je pense qu'il faut quand même relever un petit peu la faute de la ligne défensive du Portugal en fait, parce qu'à ce moment-là, quand vous voyez qu'un joueur est à l'entrée de la surface et va frapper, qu'est-ce que vous devez faire en tant que défenseur? Vous devez lui foncer dessus, soit pour bloquer le ballon, soit pour, à minima, le gêner et faire en sorte qu'en fait, il soit déconcentré et que le ballon parte dans les étoiles. Là, la ligne défensive portugaise n'a pas bougé et c'est pour ça que Thorgan Hazard a pu envoyer un si beau ballon dans les buts de Rui Patricio. Au final, à la fin de la première mi-temps, c'est la Belgique qui rentre au vestiaire en menant 1-0 et on sent que l'équipe du Portugal va devoir réagir. C'est exactement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps puisque l'équipe du Portugal a eu globalement le ballon, ils ont produit du jeu, ils ont pris beaucoup plus de risques et on a senti une équipe belge qui a plus géré, qui était plus attentiste et qui procédait par contre. J'aimerais quand même relever 2 phases dans cette deuxième mi-temps. Durant la première phase, je dirais qu'elle est globalement à l'avantage de la Belgique parce que même si le Portugal avait le ballon, en fait, ils n'arrivaient pas à se procurer des occasions. La défense de la Belgique était bien en place et on sentait que c'était difficile pour eux d'encaisser un but. À l'inverse, lors de la deuxième phase de cette deuxième mi-temps, le Portugal a accéléré, a pris un petit peu plus de risques et ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions.
Je pense notamment en fin de match à deux grosses occasions. La première, c'est un corner qui a été tiré sur la tête de Ruben Diaz qui envoie un missile de la tête sur Thibaut Courtois qui arrive à l'arrêter. Et la deuxième, c'est une frappe enroulée de Rafael Guerreiro qui vient mourir sur le poteau. C'était une très belle frappe. Et au final, on sent que la Belgique a quand même eu chaud parce qu'ils auraient pu encaisser lors de cette deuxième mi-temps. Au final, c'est la Belgique qui l'emporte 1-0. J'aimerais quand même faire une mini conclusion sur ces deux équipes. Alors d'abord, l'équipe belge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la Coupe du Monde 2018, la Belgique avait perdu en demi-finale. Ils avaient perdu contre la France 1-0. Et la Belgique avait très bien dit que c'était la meilleure équipe qui avait perdu. Et ils avaient raison, parce que le foot n'est pas un sport où la meilleure équipe gagne nécessairement. Là, la Belgique a appris de son erreur. Et en fait, ils se sont rendus compte que parfois, pour gagner, il fallait être un peu plus attentiste, un peu plus réaliste. C'est exactement ce qu'ils ont fait contre le Portugal. Donc on peut dire que cette équipe belge a pris en maturité. Ça, c'est ce que je voulais dire sur la Belgique. Après, j'aimerais aussi parler de l'équipe du Portugal qui, je pense, globalement peut être frustrée. En fait, je vois cette équipe portugaise un petit peu comme une Lamborghini qui est bloquée sur une route à 50. On sent qu'elle a du potentiel, mais elle en a encore sous le capot et elle ne peut pas en profiter et c'est quand même dommage. Là, en fait, l'équipe du Portugal a eu quand même beaucoup d'occasions. Ils ont produit du jeu, surtout en deuxième mi-temps. Mais c'est quand même frustrant pour eux parce qu'ils n'ont pas réussi à marquer et on a l'impression qu'ils n'ont pas pu montrer tout leur potentiel. Ça se voit notamment dans la statistique des expected goals parce que le score final au expected goals, c'est 0,23 pour la Belgique et 1,56 pour le Portugal. Donc si on en croit cette stat, c'est le Portugal qui aurait dû gagner. Donc voilà, je pense que le Portugal va en ressortir frustré, mais j'ai hâte de les voir l'année prochaine à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont encore plein de choses à nous montrer. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse de Belgique-Portugal. Je vous propose de passer à mes tops et mes flops. Et comme d'habitude, honneur aux gagnants, je vais parler en premier de la Belgique. Alors, j'aurais bien aimé mettre en top Kevin De Bruyne, mais le problème c'est qu'il est sorti sur blessure. Et assez logiquement, je vais dire que le meilleur joueur de cette équipe belge, c'est le joueur du match, Thorgan Hazard, le frère d'Eden, qui a vraiment fait un excellent match. Alors, il a été décisif parce qu'il a marqué le but, mais ça a aussi été un joueur très remuant, très dangereux offensivement. En fait, les deux frères, Thorgan et Eden, se retrouvaient régulièrement sur le côté gauche. Ils combinaient très bien et ça a posé beaucoup de problèmes à la défense portugaise. Ça, c'était pour mon top. Ensuite, pour mon flop, j'aimerais quand même, c'est triste, mais je vais quand même relever la performance de Youri Tielemans. C'est un joueur que j'aime bien, il joue à Leicester, et il a un peu ce rôle de Kevin De Bruyne à Leicester en fait. C'est un joueur qui sait distribuer le jeu, qui sait aussi percuter pour créer du danger. Et là, Youri Tielemans, il était bien sur le terrain, mais moi, je ne l'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il n'a pas touché de ballon. Il était absent durant ce match-là, il a été transparent, et c'est pour ça que je le donne en flop. Du côté portugais, en top, bien évidemment, je vais relever la performance de Renato Sanchez. Quel joueur! Renato Sanchez, il est fort physiquement parce qu'il est capable de progresser avec le ballon même s'il y a des joueurs belges qui viennent faire un pressing sur lui, mais il est aussi fort techniquement. Il a une capacité de dribble, il a une capacité de contrôle et de faire des contrôles orientés qui permettent à cette équipe du Portugal d'avancer et du coup de se procurer des occasions. Renato Sanchez, c'est vraiment un top joueur et je suis pas sûr qu'il va rester à Lille la saison prochaine. Pour mes flops, j'aimerais quand même relever la performance de Palhinha. Alors Palhinha, c'est un jeune joueur qui joue au milieu de terrain et qui d'habitude joue au Sporting Lisbonne. Alors oui, c'est un bon joueur Palhinha, mais on sent que lorsque le niveau s'accélère, lorsque le jeu devient un petit peu plus rugueux, il a un peu plus de peine. Et il a aussi tendance à un petit peu péter les plombs. Je pense notamment à la faute qu'il fait sur Kevin De Bruyne. C'est cette faute-là qui provoque sa blessure et qui fait que Kevin De Bruyne a dû sortir. Franchement, Palhinha sur ce match-là, il est resté sur la paille. Voilà pour mes pronostics, je vous propose brièvement de terminer cette vidéo avec un pronostic sur un des matchs de ce soir et je vais parler bien sûr de France-Suisse, un match qu'on attend beaucoup Colin et moi et malheureusement pour la Suisse, je pense que ce match est quand même assez déséquilibré avec une équipe de France qui pour moi est beaucoup trop forte, qui vient avec énormément de conviction, ils ont terminé premier du groupe de la mort. Et c'est un des favoris de cette compétition. Et à l'inverse, la Suisse, qui malheureusement n'a pas montré grand-chose, je trouve que les cadres de l'équipe de Suisse sont pas au niveau cette année. Alors oui, les Suisses me diront qu'ils ont fait une bonne performance contre la Turquie, mais j'ai presque envie de pas la compter.
Parce qu'en fait, la Turquie, c'est une équipe qui a été tellement faible, qui n'a tellement rien montré. C'était l'équipe la plus faible du groupe et je me demande même si c'était pas l'équipe la plus faible de l'Euro de manière générale. Et en fait, faire une bonne performance contre l'équipe la plus faible, pour moi, c'est pas forcément un bon signe pour la suite, même si ça a permis de remotiver cette équipe de Suisse. Donc au final, je vois quand même un match assez déséquilibré et je pense qu'au final, c'est la France qui va gagner. Je ne vais pas vous donner de score. Colin l'a très bien expliqué lors de la vidéo de preview. On est mauvais, on est mauvais dans les scores, on est mauvais dans les pronostics. Donc on va prendre un petit peu plus de pincettes, on va juste dire qui se qualifie ou pas. Et moi je vous dis, c'est la France qui va se qualifier ce soir. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse, voilà ce que j'avais à dire pour mon pronostic. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon analyse. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un petit like et abonnez-vous, on va faire plein de vidéos de review des différents matchs de l'Euro 2020. Et du coup j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!